Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, découvrez Every Man His Own University. Chacun est sa propre université, écrit par Russell Herman Conwell. Un ouvrage inspirant, présenté et lu par Les Rares Livres. Introduction. Avez-vous déjà pensé que l'université la plus précieuse que vous pourriez fréquenter se trouve déjà en vous-même? Avez-vous déjà réalisé que vos expériences, vos lectures, vos observations quotidiennes et même vos erreurs pouvaient constituer un enseignement plus riche que celui dispensé par les plus prestigieuses écoles? Et si la véritable clé de la réussite n'était pas l'accès réservé à quelques institutions élitistes, mais une éducation permanente que chacun peut se construire jour après jour? Ces questions sont au cœur d'un livre visionnaire écrit par Russell Herman Conwell, un homme qui a profondément marqué son époque. Pasteur, avocat, journaliste, conférencier et philanthrope. Il est surtout connu comme le fondateur de Temple University, à Philadelphie, une institution née de son désir de rendre l'éducation accessible à tous, indépendamment de leur origine sociale ou de leurs ressources financières. Russell Herman Conwell croyait fermement que chaque être humain possède en lui le potentiel de devenir son propre professeur, son propre guide et de bâtir une université intérieure capable de transformer son existence. Son livre, Every Man His Own University, que l'on peut traduire en français par « Chacun et sa propre université », est bien plus qu'un essai sur l'éducation. C'est un manifeste, une déclaration audacieuse selon laquelle l'apprentissage véritable ne dépend pas d'un lieu ni d'un diplôme, mais de la volonté individuelle d'apprendre, de s'améliorer et d'utiliser chaque circonstance de la vie comme une leçon. Pour comprendre la force de ce message, il faut replacer Russell Herman Conwell dans le contexte historique de son époque. Né en 1843 dans le Massachusetts, il a grandi dans une Amérique en pleine mutation. Le 19e siècle fut marqué par l'essor de l'industrialisation, l'urbanisation rapide et la montée d'une nouvelle classe de travailleurs. Les opportunités semblaient immenses, mais elles étaient souvent réservées à une élite sociale. Les grandes universités comme Harvard ou Yale représentèrent des temples du savoir, mais elles étaient inaccessibles à la majorité de la population, trop coûteuses et trop fermées. Les ouvriers, les commerçants, les femmes au foyer et les enfants issus de familles modestes étaient exclus de ce système. C'est face à cette injustice que Russell Herman Conwell a forgé sa conviction. L'éducation ne devait pas être un privilège, mais un droit universel. Il croyait que chacun pouvait trouver dans sa vie quotidienne une source intarissable de savoir. Pour lui, un homme qui lit attentivement, qui observe les autres, qui réfléchit à ses propres actions et qui s'efforce d'apprendre de ses erreurs est déjà en train de fréquenter sa propre université. C'est cette vision profondément démocratique qui l'a poussé à créer Temple University, afin de donner à ceux qui n'avaient pas les moyens d'entrer dans les grandes écoles une chance d'apprendre et de réussir. Mais au-delà de ces réalisations institutionnelles, ce qui fait la force du livre Every Man His Own University, c'est son appel personnel et universel. Russell Herman Conwell ne parle pas uniquement aux étudiants, mais à chacun de nous. Il nous rappelle que la vie elle-même est une salle de classe, que chaque difficulté est une leçon et que chaque succès est une preuve d'apprentissage. Il nous pousse à comprendre que l'éducation véritable ne se résume pas à un programme officiel, mais qu'elle s'incarne dans une attitude permanente de curiosité, de discipline et de persévérance. Ce message résonnait puissamment à l'époque, dans une société où l'instruction était réservée à une minorité. Mais il trouve une résonance encore plus forte aujourd'hui. Dans un monde où les savoirs sont disponibles à travers les livres, les bibliothèques et désormais Internet, l'idée que chacun puisse devenir son propre professeur n'a jamais été aussi vraie. Russell Herman Conwell nous invite à nous libérer de l'idée que l'apprentissage est confiné entre quatre murs. Il est partout et il dépend uniquement de notre volonté d'y puiser. Ainsi, Every Man His Own University est bien plus qu'un ouvrage d'éducation. C'est une philosophie de vie. C'est une invitation à prendre conscience que nous avons entre nos mains les outils pour grandir, évoluer et réussir, même sans diplôme prestigieux ni appui extérieur. C'est une déclaration d'indépendance intellectuelle et spirituelle. Et c'est ce voyage entre la vision de Russell Herman Conwell et les leçons intemporelles de ce livre que nous allons parcourir dans les chapitres qui suivent.
Chapitre 1. La vraie éducation ne se limite pas aux écoles. Il est une croyance tenace, profondément ancrée dans l'esprit des hommes, que la véritable éducation se trouve uniquement dans les institutions académiques, derrière les murs imposants des universités, entre les mains de professeurs titulaires et à travers des manuels soigneusement sélectionnés. Beaucoup en viennent à penser que si l'on n'a pas franchi les portes d'une grande école, on ne pourra jamais prétendre à une instruction véritable, ni à une réussite honorable dans la vie. Cette illusion a traversé les siècles, nourrie par l'aura des établissements prestigieux, par le prestige social attaché au diplôme, et par l'admiration collective que suscitent les élites académiques. Pourtant, cette vision est réductrice, et elle ne reflète pas la réalité profonde de l'apprentissage humain. Car en vérité, la connaissance ne se limite pas à ce qui est dispensé dans les amphithéâtres, et l'éducation la plus puissante, la plus durable et la plus transformatrice ne dépend pas seulement de l'accès à une école, mais d'une disposition intérieure, d'une volonté constante de grandir et d'apprendre, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. C'est ce que rappelle avec force Russell Herman Conwell dans son ouvrage « Every Man His Own University », que l'on pourrait traduire par « Chacun et sa propre université ». Pour lui, l'éducation véritable n'est pas une question de bâtiments, de programmes officiels ou de diplômes, mais une attitude de l'esprit. Elle est cette capacité à puiser dans chaque expérience de la vie une leçon, à observer attentivement le monde qui nous entoure et à en tirer des vérités utiles, à cultiver une curiosité insatiable et une discipline personnelle qui remplacent avantageusement les examens formels et les honneurs académiques. L'homme véritablement éduqué n'est pas seulement celui qui a reçu un savoir transmis, mais celui qui a appris à s'instruire lui-même, qui a transformé son quotidien en un livre ouvert et son existence en une université sans murs. Il est indéniable que les universités jouent un rôle, qu'elles offrent des outils, des environnements, des réseaux et des disciplines qui facilitent l'apprentissage. Mais elles ne sont pas le seul chemin, et croire qu'elles en sont l'unique voie est une erreur. L'histoire humaine regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, sans diplôme prestigieux, ont marqué leur époque, bouleversé des disciplines, inventé des machines, écrit des chefs-d'œuvre ou transformé la société. Ces figures illustres, souvent issues de milieux modestes, ont su tirer profit de la grande université de la vie. Ils ont observé, expérimenté, réfléchi et surtout persévéré dans leur désir d'apprendre. Thomas Edison, qui n'avait reçu qu'une éducation scolaire très limitée, est devenu l'un des inventeurs les plus prolifiques du monde grâce à une curiosité insatiable et à une volonté d'expérimenter sans relâche. Abraham Lincoln, se formant seul à partir de quelques livres lus à la lumière d'une chandelle, est devenu avocat puis président des États-Unis, guidé par sa soif de comprendre et son sens profond de la justice. Ces exemples rappellent que l'école peut être utile, mais que l'esprit humain est capable d'aller bien au-delà lorsqu'il s'engage sur la voie de l'auto-éducation. L'idée que chaque individu peut être sa propre université repose sur une observation simple mais fondamentale. La vie enseigne constamment. Chaque jour, nous faisons face à des situations nouvelles, des défis, des rencontres, des succès ou des échecs. Chacun de ces événements, qu'ils soient minuscules ou déterminants, contient une leçon pour celui qui sait observer. L'échec apprend la patience, la persévérance et la résilience. La réussite enseigne la discipline et la récompense de l'effort. Les relations humaines révèlent la complexité des sentiments, des motivations et des comportements. Le travail quotidien, même le plus simple, apprend l'importance de la constance, de l'attention aux détails et du respect des responsabilités. Celui qui vit avec l'esprit ouvert et l'esprit curieux transforme chaque instant en une salle de classe, chaque interaction en une conférence, chaque obstacle en un examen. Ce que Russell Herman Conwell veut démontrer, c'est que le secret de l'éducation n'est pas d'accumuler mécaniquement des connaissances, mais de développer une attitude intérieure permanente d'apprentissage. Un homme qui sort diplômé d'une grande université, mais qui cesse de s'instruire après ses études, restera limité dans son évolution. À l'inverse, un individu qui n'a jamais fréquenté une institution prestigieuse, mais qui, chaque jour, lit, observe, réfléchit et corrige ses erreurs, sera toujours en mouvement, toujours en croissance, et finira par surpasser ceux qui se reposent sur leurs acquis.
La vraie université, celle que chacun peut fréquenter gratuitement, est constituée de la volonté, de la curiosité et de la discipline personnelle. Il est essentiel de comprendre que cette vision ne nie pas la valeur des écoles, mais qu'elle renverse l'ordre des priorités. L'école n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen parmi d'autres. Le diplôme ne garantit rien si derrière lui ne se cache pas une soif d'apprendre qui dépasse les limites de la salle de classe. Le monde est rempli d'hommes et de femmes qui exhibent des certificats mais qui, dans la pratique de leur métier ou dans leur vie personnelle, se montrent incapables d'adaptation, de créativité et de sagesse. À l'opposé, combien de personnes, sans diplôme ou avec une scolarité incomplète, ont fait preuve d'une intelligence pratique, d'un jugement sûr et d'une capacité à s'élever au-dessus des difficultés, simplement parce qu'elles avaient appris à se former elles-mêmes, à observer et à utiliser chaque expérience comme un outil d'instruction? Ainsi, l'éducation ne se limite pas à un temps déterminé de la jeunesse, elle est un processus qui dure toute la vie. La véritable tragédie, ce n'est pas de n'avoir jamais fréquenté une grande école, mais de cesser d'apprendre à l'âge adulte, de se contenter d'un savoir figé et de refuser les leçons que la vie offre en abondance. L'homme qui s'arrête dans sa quête de connaissances se condamne à la stagnation, tandis que celui qui transforme chaque étape de son existence en apprentissage se renouvelle sans cesse et trouve dans sa propre université intérieure un trésor inépuisable. Russell Herman Conwell rappelle que chacun a le pouvoir d'accéder à cette éducation permanente, quelles que soient ses origines ou ses moyens financiers. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous enseignent tout. Il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir eu la chance d'entrer dans une grande école. Il faut comprendre que la véritable chance est d'être en vie, d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, un esprit pour réfléchir et une volonté pour agir. Avec ces outils, chacun est capable de bâtir son propre savoir, de devenir son propre professeur et d'ériger en lui une université plus vaste que n'importe quelle institution. La vraie éducation, donc, ne se limite pas aux écoles. Elle est partout, dans chaque détail du quotidien, dans chaque livre qu'on ouvre, dans chaque conversation qu'on écoute, dans chaque difficulté qu'on surmonte. Celui qui sait apprendre de la vie possède un avantage immense, car il devient indépendant intellectuellement et moralement. Il ne dépend plus des diplômes, des reconnaissances officielles ou des systèmes sociaux. Il puise directement dans la source inépuisable des expériences humaines, et il s'élève grâce à son propre effort. C'est cette conviction que Russell Herman Conwell voulait transmettre, une conviction simple mais révolutionnaire. Que vous soyez riche ou pauvre, instruit ou autodidacte, jeune ou âgé, vous possédez en vous la capacité de vous éduquer et de vous transformer. Vous pouvez, dès aujourd'hui, décider de vous inscrire dans l'université la plus grande et la plus ouverte du monde, celle de votre propre vie. Chapitre 2. Le pouvoir de l'observation et de la curiosité. Dans l'univers de la connaissance, il existe deux forces silencieuses mais redoutables, capables de transformer un esprit ordinaire en un esprit éclairé. L'observation et la curiosité. Ces deux qualités, bien que souvent sous-estimées, constituent, selon Russell H. Conwell, le cœur de l'éducation véritable. Contrairement à l'idée répandue qui associe l'apprentissage uniquement aux bancs des grandes universités ou aux pages des manuels savants, Conwell affirme que le monde lui-même est une salle de classe infinie. Chaque rue, chaque atelier, chaque visage rencontré et chaque événement de la vie peut devenir une leçon, à condition de savoir observer et de cultiver une curiosité insatiable. L'observation, dans son essence, n'est pas un simple regard superficiel jeté sur les choses. Elle exige une attention profonde, une écoute silencieuse et une disposition à capter les détails que d'autres négligent. Là où beaucoup passent sans voir, l'observateur s'arrête, analyse et engrange un savoir pratique qui, peu à peu, devient un trésor. Conwell insistait sur le fait que ce n'est pas seulement dans les bibliothèques remplies de volumes épais que l'on trouve la sagesse, mais dans les petites scènes quotidiennes de la vie réelle. L'artisan qui répète patiemment son geste, la mère qui improvise des solutions pour ses enfants, le commerçant qui adapte son discours pour convaincre, tous ces instants, pour un esprit attentif, sont des fragments d'enseignement. La curiosité vient compléter ce pouvoir. Elle agit comme le moteur qui pousse l'homme à ne pas se contenter des apparences, à interroger la raison des choses, à chercher la cause derrière les faits.
Sans curiosité, l'observation reste stérile, réduite à une simple accumulation d'images. Mais lorsque l'esprit curieux s'ajoute à l'œil observateur, la réalité se transforme en une source inépuisable d'enseignement. Chaque objet devient une énigme à résoudre, chaque phénomène une porte ouverte sur de nouveaux savoirs. Conwell rappelait souvent que les grandes découvertes et les grandes réussites ne naissaient pas seulement de l'instruction formelle, mais de cette volonté de poser des questions là où d'autres se contentent de subir la routine. Il existe de nombreux exemples, cités par Conwell, de personnalités qui ont su s'éduquer par elles-mêmes, simplement en cultivant leur capacité d'observation et leur curiosité. L'histoire des grands inventeurs regorge de figures qui, n'ayant pas eu accès aux universités prestigieuses, se sont formées en regardant attentivement leur environnement. L'ouvrier qui observe le fonctionnement d'une machine jusqu'à en comprendre les secrets, l'enfant qui interroge sans relâche le pourquoi des phénomènes naturels, ou encore le vendeur qui apprend à lire les émotions dans les yeux de ses clients. Tous démontrent que l'apprentissage n'est pas le privilège des institutions, mais une possibilité offerte à quiconque garde ses sens éveillés. Russell H. Conwell évoquait par exemple les figures d'hommes qui, partis de presque rien, ont bâti des fortunes et des carrières extraordinaires grâce à une capacité hors du commun à observer et à poser des questions. Leur réussite ne venait pas uniquement de leur intelligence innée, mais surtout de leur persévérance à apprendre directement de la vie. Beaucoup de ces auditeurs étaient issus des classes populaires, souvent privés des moyens financiers pour fréquenter les grandes écoles. À ces hommes et femmes, Conwell répétait avec force, « Ne croyez pas que l'université soit votre seul salut. Votre vraie université est partout autour de vous. » L'observation des métiers, par exemple, était pour lui une véritable mine de connaissances. Il encourageait les jeunes à regarder les artisans travailler, à suivre les gestes des ouvriers, à comprendre le pourquoi de chaque outil. Un simple atelier de cordonnier ou de forgeron pouvait devenir, pour un esprit attentif, une école plus vivante qu'une salle de cours. Le monde du travail, avec ses contraintes, ses improvisations et ses solutions pratiques, enseigne des leçons de créativité et de discipline que les livres seuls ne peuvent transmettre. Mais Conwell allait plus loin encore. Il considérait que l'observation devait s'étendre aux plus petites choses de la vie. Un enfant qui regarde une fourmi transporter une charge démesurée apprend une leçon de persévérance. Un fermier qui observe la germination d'une graine découvre les lois de la patience et du temps. Une simple conversation au marché peut révéler les secrets de la psychologie humaine, des désirs et des motivations profondes. L'observation attentive des détails ordinaires transforme la banalité en un réservoir d'expériences précieuses. La curiosité, quant à elle, agit comme un feu intérieur. Elle ne se satisfait jamais d'une réponse vague ou d'une explication superficielle. Elle pousse à aller plus loin, à expérimenter, à tester par soi-même. Conwell estimait que ce désir constant d'apprendre est la marque des esprits qui progressent. Il rappelait que l'homme qui cesse de poser des questions cesse en réalité de grandir. C'est par la curiosité que l'enfant découvre le monde, et c'est par elle que l'adulte garde son esprit jeune et créatif. On peut citer l'exemple de nombreux autodidactes qui, armés uniquement de leur curiosité, ont changé le cours de l'histoire. Des inventeurs comme Thomas Edison n'ont pas suivi un parcours académique classique, mais ont appris en expérimentant, en observant, en échouant et en recommençant. Leur curiosité était insatiable, leur soif de comprendre les phénomènes techniques infinie. Ils démontrent que l'université personnelle, celle que chacun peut bâtir par ses propres efforts, peut parfois dépasser en efficacité les écoles les plus renommées. Russell H. Conwell insistait aussi sur la dimension morale de l'observation et de la curiosité. Observer les autres, ce n'est pas seulement imiter leurs gestes, mais aussi comprendre leurs choix, leurs erreurs et leurs réussites. La curiosité, dans son sens noble, n'est pas de l'indiscrétion, mais une volonté sincère d'apprendre de tout ce qui nous entoure. Chaque rencontre, chaque expérience vécue par autrui peut devenir une leçon, à condition de garder l'esprit ouvert et humble. Ainsi, ce deuxième chapitre de Every Man His Own University, ou en français Chacun a sa propre université, nous rappelle que l'éducation véritable n'est pas confinée à un lieu, ni à une période de la vie. Elle est un processus permanent,
alimentée par deux forces simples et accessibles à tous, l'observation et la curiosité. Elle ne nécessite ni argent, ni diplôme, ni privilège particulier. Elle demande seulement une disposition intérieure, une volonté de regarder et de questionner. C'est là que réside la puissance du message de Conwell. Celui qui sait observer et rester curieux ne sera jamais ignorant, même s'il n'a jamais franchi les portes d'une grande école. La vie elle-même devient alors une université, et chaque jour une nouvelle leçon à apprendre. Après avoir écouté les 2 premiers chapitres de ce livre puissant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en retenez le plus. Écrivez simplement la phrase « J'ai en moi une université intérieure » si vous croyez que chacun peut apprendre par lui-même et réussir. Chapitre 3. La discipline personnelle comme fondation. Lorsque Russell H. Conwell parlait de l'éducation individuelle, il insistait toujours sur un point fondamental. Sans discipline personnelle, toute tentative d'apprentissage reste stérile. L'observation et la curiosité sont de précieuses qualités, certes, mais elles ne peuvent porter de fruits durables que si elles sont encadrées par une rigueur quotidienne, une organisation intérieure qui transforme l'énergie dispersée en puissance constructive. La discipline personnelle, selon lui, n'était pas un fardeau, mais la clé qui ouvre la porte à une véritable liberté intellectuelle. C'est elle qui permet de structurer la pensée, d'entretenir la mémoire, de tirer parti des expériences et surtout de transformer les échecs en étapes vers la réussite. La première forme de discipline dont parlait Conwell était la lecture régulière. Lire chaque jour, même quelques pages, constitue pour lui un acte de culture personnelle qui nourrit l'esprit, affine le jugement et élargit les horizons. La lecture est comparable à un entretien permanent de l'intelligence. Tout comme on entretient son corps par l'exercice physique, on entretient son esprit par la fréquentation assidue des livres. Conwell rappelait que ce n'est pas la quantité qui importe, mais la constance. Lire un peu, mais lire chaque jour, développe une habitude qui, au fil des mois et des années, devient un pilier solide de formation. Il encourageait ses auditeurs à choisir des lectures variées, non seulement les grands classiques de la littérature et de la philosophie, mais aussi des ouvrages pratiques, des biographies, des journaux et même des brochures techniques. Car dans chaque écrit, même modeste, se trouve une étincelle qui peut enrichir la réflexion. L'homme discipliné ne lit pas seulement pour se distraire, mais pour apprendre, comparer, comprendre, et surtout, il lit avec un esprit actif. Il questionne l'auteur, confronte les idées, retient ce qui lui semble utile et écarte ce qui ne correspond pas à sa vision. Mais Conwell allait plus loin. Il insistait sur la nécessité de tenir un carnet de notes. La mémoire humaine, disait-il, est trop fragile pour conserver seule les milliers d'impressions, de pensées et de leçons accumulées chaque jour. Un carnet devient alors comme une extension de l'esprit, un réceptacle fidèle où l'on dépose ses découvertes et ses réflexions. Ce carnet n'est pas un luxe, mais une arme. Celui qui prend l'habitude d'y écrire ses observations s'offre une bibliothèque intérieure, toujours disponible pour l'avenir. Il suggérait d'y noter non seulement les idées issues des lectures, mais aussi les leçons tirées de la vie quotidienne. Une parole entendue au détour d'une conversation, une réflexion née d'un événement, une solution trouvée à un problème. Peu à peu, ce carnet devient le miroir du cheminement intérieur, une trace visible de l'évolution personnelle. Relire ses notes après quelques mois ou quelques années permet de mesurer ses progrès, d'éviter de répéter certaines erreurs et de constater combien la discipline façonne l'esprit. Conwell insistait également sur la manière dont il faut accueillir les erreurs et les échecs. Trop souvent, disait-il, l'homme considère ses fautes comme des poids qui l'écrasent. Pourtant, chaque erreur est une leçon déguisée, chaque échec une occasion de réfléchir et d'améliorer sa méthode. La discipline personnelle consiste à ne jamais gaspiller une expérience douloureuse, mais à la transformer en source de croissance. Celui qui, après une chute, prend le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, note ses conclusions et ajuste son action sort toujours plus fort qu'avant. Il évoquait souvent les histoires d'hommes d'affaires ou de scientifiques qui, loin de fuir leurs erreurs, en faisaient des tremplins. L'inventeur qui échoue des centaines de fois avant de trouver la formule correcte n'est pas un perdant, mais un élève acharné qui apprend de ses tentatives. La discipline personnelle
est ce qui permet de répéter l'effort sans se décourager, de transformer la frustration en détermination. Sans elle, la curiosité s'essouffle et l'observation reste vaine. Avec elle, chaque revers devient une brique pour construire un édifice plus solide. Dans cette vision, la discipline n'est pas une contrainte extérieure imposée par une autorité, mais un choix intime, une fidélité à soi-même. Elle demande certes des sacrifices, se lever tôt pour lire, écrire alors que l'on est fatigué, réfléchir au lieu de céder à la distraction. Mais ces sacrifices sont en réalité des investissements. Ils forment le caractère, aiguisent la volonté et créent une habitude d'ordre intérieur. Et une fois que la discipline devient une habitude, elle cesse d'être un effort. Elle devient une seconde nature, une source de force tranquille. Russell H. Conwell voyait la discipline personnelle comme la fondation de toutes les réussites durables. Sans elle, même le plus brillant des esprits finit par s'éparpiller, gaspillant ses talents. Avec elle, même un esprit moyen peut accomplir de grandes choses simplement parce qu'il progresse pas à pas, jour après jour, sans relâche. La lecture quotidienne, le carnet de notes, la réflexion sur les erreurs, ces simples pratiques, répétées avec constance, bâtissent une éducation plus solide que n'importe quel diplôme prestigieux. Il est remarquable que ce message, délivré il y a plus d'un siècle, garde aujourd'hui toute sa pertinence. Dans un monde saturé d'informations, où les distractions sont permanentes, la discipline personnelle apparaît plus nécessaire que jamais. Lire régulièrement, écrire ses réflexions, analyser ses erreurs, ce sont là des gestes simples, mais ils constituent un antidote puissant contre la dispersion et la superficialité. L'homme discipliné n'est pas celui qui court après 1000 choses, mais celui qui sait organiser son esprit, concentrer son énergie et tirer profit de chaque expérience. Ainsi, ce 3e chapitre de Every Man His Own University nous rappelle que l'université intérieure ne peut être solide que si ses murs reposent sur la discipline. Sans elle, l'observation et la curiosité se dissipent. Avec elle, elles deviennent des outils redoutables, capables de transformer chaque instant de la vie en une leçon durable. La discipline personnelle n'est pas une option. Elle est le socle sur lequel se construit toute véritable éducation et la clé qui permet à chacun de devenir réellement sa propre université. Chapitre 4. L'expérience, professeur suprême. Il existe une vérité que Russell H. Conwell martelait dans ses conférences et dans ses écrits: l'expérience est le plus grand professeur que l'homme puisse rencontrer. Aucune salle de classe, aucun livre, aucun discours, aussi brillant soit-il, ne peut égaler la force d'un enseignement acquis par l'action, par l'essai, par l'échec et par la persévérance. L'université de chaque homme, comme le dit Conwell, n'est pas bâtie en pierre, ni décorée de colonnes majestueuses. Elle se trouve dans la succession des jours, dans les tentatives accomplies avec sincérité, dans les erreurs que l'on ose commettre, dans les corrections que l'on s'impose et dans les victoires, même modestes, qui marquent notre route. Apprendre, c'est vivre. Et vivre, c'est se confronter à l'épreuve de la pratique. Lorsque l'on observe les grandes figures de l'histoire, on constate que la majorité d'entre elles n'ont pas reçu un savoir uniquement académique. Bien souvent, elles se sont forgées elles-mêmes par des expériences parfois rudes, souvent imprévues, mais toujours fécondes. L'expérience impose une forme d'apprentissage que nulle théorie abstraite ne peut égaler. Elle ne se contente pas de transmettre une idée, elle l'incarne. Elle oblige l'homme à transformer une simple notion en un acte concret. Un jeune étudiant peut lire 100 ouvrages sur la navigation, étudier minutieusement les cartes maritimes et les règles de la mer, mais tant qu'il n'a pas pris le gouvernail, tant qu'il n'a pas affronté le vent et la houle, il ne connaît pas encore la vérité du marin. De même, celui qui se passionne pour le commerce peut avaler des bibliothèques entières de manuels de gestion, mais il ne saisira jamais ce que signifie la négociation, la perte, le risque ou la joie du premier bénéfice, tant qu'il n'aura pas lui-même échangé, vendu, perdu et recommencé. L'expérience, contrairement à l'enseignement théorique, ne se contente pas d'offrir une explication. Elle imprime une marque indélébile dans la mémoire. L'enfant qui touche une flamme comprend immédiatement ce qu'est la chaleur et la douleur, tandis que 1000 définitions savantes ne sauraient lui donner cette compréhension aussi directe. C'est cette immédiateté, cette intensité, qui fait de l'expérience le professeur suprême.
Elle est parfois brutale, mais toujours authentique. Elle ne ment pas, elle ne triche pas, elle ne se déguise pas. Elle vous montre exactement ce qu'il en est, et si vous refusez d'écouter sa première leçon, elle reviendra souvent plus sévère, jusqu'à ce que vous acceptiez d'apprendre. Russell H. Conwell insistait sur ce point. Les échecs ne sont pas des malédictions, mais des diplômes invisibles que la vie délivre à ceux qui ont eu le courage d'essayer. Un homme qui n'a jamais échoué est un homme qui n'a probablement jamais osé entreprendre. L'échec est une école, parfois plus précieuse encore que la réussite. Car la réussite, bien souvent, flatte l'ego et incite à se reposer sur ses acquis, tandis que l'échec brûle l'orgueil, oblige à repenser ses stratégies et pousse à une réflexion profonde. C'est par l'échec que l'on découvre la patience, la capacité d'adaptation et la véritable mesure de sa persévérance. Prenons l'exemple des grands inventeurs. Thomas Edison est célèbre non seulement pour avoir donné au monde l'ampoule électrique, mais aussi pour avoir essuyé des centaines, peut-être même des milliers d'essais infructueux. Chaque tentative ratée n'était pas pour lui une défaite, mais une expérience, une leçon qui l'approchait de la solution finale. Edison disait lui-même « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette philosophie rejoint exactement celle de Conwell. Chaque tentative, même avortée, vaut plus qu'une connaissance théorique non appliquée. Car dans l'action, même imparfaite, réside la graine de l'apprentissage vivant. Ce qui distingue l'expérience, c'est sa capacité à transformer la théorie en conviction personnelle. Lire dans un livre que l'eau bout à 100 degrés est une information. Mais poser une casserole sur le feu, attendre, voir les bulles apparaître et sentir la vapeur s'échapper, c'est une certitude. De la même manière, lire des conseils sur la prudence financière ou l'importance de l'intégrité est une chose, mais perdre une fortune à cause d'une dépense imprudente ou voir sa réputation ternie par un mensonge est une autre chose. C'est une vérité vécue, qui s'imprime dans la conscience et devient une règle de conduite inébranlable. L'expérience nous enseigne également l'humilité. Elle rappelle que la vie est plus vaste que nos théories, que la pratique est plus complexe que nos plans, et que l'homme le plus instruit reste un apprenti lorsqu'il se confronte à la réalité. Cette humilité est précieuse, car elle protège contre l'arrogance intellectuelle et garde l'esprit ouvert. Celui qui croit tout savoir se ferme à l'apprentissage. Celui qui sait qu'il doit encore expérimenter reste toujours en mouvement, toujours en quête, toujours en croissance. Mais il ne suffit pas de vivre des expériences, encore faut-il savoir les interpréter et les intégrer. Beaucoup traversent la vie en accumulant des événements sans en tirer de leçons. La différence entre un homme qui grandit et un homme qui stagne, c'est la capacité de réflexion sur l'expérience. Conwell invitait toujours ses auditeurs à prendre le temps d'analyser leur journée, à noter leurs erreurs, à reconnaître leurs réussites et à transformer chaque fait, chaque rencontre, chaque obstacle en un enseignement. Ce travail de réflexion transforme l'expérience brute en sagesse vivante. Sans cela, l'expérience peut devenir stérile, répétitive, voire destructrice. Mais lorsqu'elle est assumée, méditée et intégrée, elle devient la plus grande des universités. Il faut aussi souligner que l'expérience est un professeur universel, accessible à tous. Les riches comme les pauvres, les instruits comme les illettrés, tous peuvent apprendre par elle. Elle ne demande pas d'argent, pas de diplôme, pas de privilège social. Elle demande seulement le courage d'agir, de tenter, de sortir de la passivité. Le jeune ouvrier qui observe attentivement sa machine, qui essaie de comprendre pourquoi elle se bloque et qui propose une solution ingénieuse, apprend autant, sinon plus, que l'étudiant assis sur les bancs d'une école prestigieuse. Le commerçant qui parle chaque jour avec ses clients, qui écoute leurs besoins, qui adapte ses produits, acquiert une science vivante du marché que nul manuel ne pourra lui donner. Ainsi, l'expérience, bien qu'exigeante, est profondément démocratique. Elle offre à chacun la possibilité de devenir son propre maître, pourvu qu'il soit attentif, persévérant et honnête dans son effort. Elle fait de la vie elle-même un immense amphithéâtre, où chaque rue, chaque atelier, chaque champ, chaque bureau devient une salle de cours. Au fond, ce que Russell H. Conwell voulait transmettre, c'est que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas uniquement au nombre de livres qu'il a lus, ni même au diplôme qu'il arbore, mais à la manière dont il a su transformer ses expériences en sagesse.
Celui qui sait tirer parti de ses erreurs, qui apprend de ses défaites, qui améliore sa pratique jour après jour, celui-là possède une richesse que nul ne peut lui retirer. Car les fortunes peuvent se perdre, les titres peuvent s'effacer, mais l'expérience vécue et intégrée demeure un trésor inaliénable. C'est pourquoi l'expérience doit être recherchée et non redoutée. Beaucoup hésitent à se lancer, paralysés par la peur de l'échec, comme si l'échec était une fin. Mais Conwell nous rappelle que l'échec n'est pas une fin, c'est un commencement. Chaque erreur, chaque chute est une marche gravie dans l'escalier de la connaissance. Refuser d'agir par peur de l'échec, c'est se condamner à ne jamais apprendre véritablement. Ainsi, l'expérience n'est pas seulement un professeur, elle est aussi une épreuve de courage. Elle demande d'oser, de tenter, de s'exposer. Elle n'accorde ses leçons qu'à ceux qui acceptent de se mouiller les mains, de prendre des risques et de se mettre en mouvement. Et c'est là que réside sa valeur suprême. Elle forge non seulement l'intelligence, mais aussi le caractère. Chapitre 5. Chaque homme est son propre maître. Il existe un principe fondamental qui traverse toute la pensée de Russell H. Conwell. L'homme n'a pas besoin d'attendre une aide extérieure, un diplôme prestigieux ou une reconnaissance officielle pour avancer dans la vie. Chaque individu est, en dernière analyse, son propre maître. Cela signifie que nul ne peut apprendre à sa place, nul ne peut décider pour lui de sa croissance intérieure, nul ne peut développer à sa place la discipline, la curiosité, l'effort et la volonté nécessaires pour s'élever. La grandeur de l'homme réside dans cette vérité simple mais exigeante. Il doit se prendre en main, assumer son destin et reconnaître que son université se trouve en lui-même. Dans un monde où l'on a souvent tendance à chercher des excuses pour justifier ses échecs ou sa stagnation, ce message de Conwell résonne comme un appel à la responsabilité. Combien de fois n'entendons-nous pas des phrases telles que « Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école »,« Ma famille était pauvre »,« Je n'ai pas eu les bonnes relations »,« Les circonstances étaient contre moi ». Ces paroles, aussi compréhensibles soient-elles, sont autant de barrières invisibles que l'homme dresse devant lui-même. Elles deviennent des chaînes qui l'entravent plus sûrement que n'importe quelle difficulté extérieure. Ce que Conwell martèle, c'est qu'il existe une force plus grande que toutes ces excuses réunies, la capacité intérieure de chaque individu à apprendre, à se former, à se développer et à progresser. Être son propre maître, c'est refuser la complaisance et l'apitoiement sur soi-même. C'est décider que, malgré les obstacles, malgré les manques, malgré les injustices, on peut bâtir quelque chose à partir de ce que l'on a. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de choisir de ne pas leur accorder le dernier mot. L'homme qui se considère comme son propre maître comprend que chaque journée est une chance de s'améliorer. Chaque expérience est une leçon potentielle. Chaque erreur est une occasion de corriger sa trajectoire. Il sait qu'attendre une aide providentielle ou une circonstance idéale est une illusion. La seule aide véritable vient de son engagement personnel. Russell H. Conwell, en insistant sur cette idée, voulait libérer les esprits de la dépendance aux structures extérieures. Dans son époque, l'université représentait un idéal inaccessible pour la majorité. Les frais d'inscription, les conditions d'admission, le temps nécessaire rendirent les études supérieures réservées à une élite sociale. Beaucoup se résignaient alors à une vie de labeur sans ambition, persuadés qu'ils n'avaient pas reçu les clés nécessaires pour s'élever. Conwell voulait briser cette résignation. Il répétait que l'éducation véritable n'est pas enfermée dans les murs d'une institution, mais qu'elle est disponible pour celui qui ouvre les yeux, qui observe, qui lit, qui écoute, qui réfléchit et qui agit. L'homme le plus pauvre sans maître officiel peut devenir un savant s'il accepte de se discipliner et de tirer profit de ce que la vie met devant lui. Être son propre maître signifie aussi accepter la responsabilité de ses échecs comme de ses réussites. Il est tentant d'accuser les autres, de blâmer son patron, le gouvernement, la société ou le hasard. Mais cette attitude n'apporte jamais la liberté intérieure. Tant que l'on considère que les autres décident de son destin, on demeure esclave de forces extérieures. Le véritable maître de soi sait que, même si les circonstances pèsent lourd, son pouvoir réside dans la manière dont il y répond. L'histoire abonde d'exemples d'hommes et de femmes qui, partis de rien, sans soutien, sans richesse et sans diplôme, ont construit leur avenir en refusant de se définir par leur manque.
Leur secret n'était pas un privilège caché, mais simplement une conviction. Je suis responsable de ma propre élévation. Cette responsabilité exige un travail constant sur soi-même. Être son propre maître ne veut pas dire vivre sans règles ou sans cadre. Au contraire, cela signifie être capable de se donner à soi-même les règles que d'autres attendent, souvent des institutions. Lire chaque jour, réfléchir à ses actions, noter ses observations, corriger ses erreurs, persévérer malgré la lassitude, voilà ce qui définit un véritable maître de soi. Là où d'autres attendent un professeur qui les guide, un patron qui les pousse, un système qui les soutienne, l'homme conscient de sa propre responsabilité devient son propre guide, son propre surveillant, son propre correcteur. C'est une discipline plus exigeante, mais aussi plus libératrice. L'indépendance intellectuelle et morale que procure ce choix est immense. Celui qui se reconnaît comme son propre maître n'est plus prisonnier des opinions d'autrui. Il écoute, il apprend, mais il choisit. Il ne se laisse pas définir par la mode, par le courant dominant ou par les critiques. Il sait que son progrès dépend de sa capacité à rester fidèle à sa route, à ses valeurs et à son effort. C'est cette autonomie qui permet aux individus de sortir de la masse et de tracer leur chemin singulier. Conwell aimait rappeler que la confiance en soi est une condition indispensable de cette maîtrise. Non pas une confiance arrogante, mais une confiance solide, fondée sur le travail et la persévérance. Trop de personnes doutent d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas reçu une validation officielle. Elles pensent « je ne suis pas allé à l'université, je ne suis donc pas capable » ou encore « je n'ai pas de diplôme, je n'ai donc pas la légitimité pour entreprendre ». Mais cette pensée est fausse. La légitimité ne vient pas d'un papier, mais de la compétence acquise par l'expérience et l'effort. Celui qui a appris en observant, en pratiquant, en réfléchissant, possède une richesse qui vaut autant sinon plus que les cours théoriques d'une école. Être son propre maître, c'est aussi savoir se libérer du regard des autres. Trop souvent, les individus se paralysent par peur du jugement, peur d'échouer aux yeux de tous, peur d'être ridiculisés. Mais le maître de soi sait que l'opinion des autres ne construit pas sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les spectateurs, mais ce que l'on accomplit concrètement. Les plus grands innovateurs ont été raillés avant d'être admirés. Ceux qui attendent l'approbation extérieure avant d'agir restent prisonniers de l'immobilisme. Ceux qui acceptent d'avancer malgré les critiques deviennent les véritables bâtisseurs. Bien entendu, être son propre maître ne signifie pas tout savoir ni tout réussir seul. Cela signifie plutôt que l'on prend l'initiative d'apprendre, d'aller chercher ce qui nous manque, de demander quand il le faut, mais sans jamais s'en remettre passivement aux autres. L'homme maître de lui-même sait qu'il ne possède pas toutes les réponses, mais il possède la volonté de les chercher. Il ne se contente pas d'attendre un enseignement, il va vers lui, il le provoque, il l'explore. C'est cette attitude active qui fait de lui l'élève le plus appliqué de la grande université de la vie. Au fond, l'enseignement de Conwell est une déclaration de liberté. Être son propre maître, c'est s'émanciper des déterminismes, c'est choisir de ne plus être défini par le hasard de sa naissance, par ses manques ou par les injustices qu'il subit. C'est refuser la fatalité. C'est affirmer que, même si le chemin est rude, même si les moyens sont limités, même si les obstacles sont nombreux, on possède en soi la capacité de progresser. Et cette affirmation change tout. Car l'homme qui croit en sa propre capacité devient créateur, tandis que celui qui attend des autres reste spectateur. Ce chapitre nous invite donc à une introspection profonde. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à prendre en main notre destinée? Acceptons-nous de reconnaître que nos excuses ne sont que des chaînes forgées par nous-mêmes? Sommes-nous disposés à remplacer ces excuses par des actions, même petites, mais constantes? Si oui, alors nous découvrons que nous sommes beaucoup plus puissants que nous le pensions. Car, au bout du compte, il n'existe pas de maître plus exigeant mais plus juste que nous-mêmes. Et il n'existe pas de diplôme plus précieux que la conviction intime d'avoir bâti soi-même sa croissance, pierre après pierre, par sa volonté, son courage et sa persévérance. Chapitre 6 de l'éducation à la réussite. Il existe dans la vie des hommes un chemin universel qui commence toujours par l'apprentissage. Mais cet apprentissage ne prend pas toujours la forme d'un diplôme, ni même celle d'une instruction officielle.
Il naît de l'observation attentive, du désir sincère de progresser et de la capacité à transformer chaque expérience en enseignement. Lorsque Russell H. Conwell affirmait que chaque homme est son propre maître et que chaque circonstance peut devenir une université, il ne prêchait pas seulement l'importance de l'éducation. Il montrait la voie directe vers la réussite, l'entrepreneuriat et le leadership. Car c'est bien là la finalité de toute éducation véritable. Non pas accumuler des savoirs théoriques, mais transformer ces savoirs en actions fécondes qui enrichissent l'individu et la société. Le lien entre éducation et réussite ne peut être compris qu'à la lumière de cette perspective. Apprendre, c'est se préparer à agir. Celui qui se contente d'apprendre pour savoir devient un simple réservoir de connaissances mortes. Mais celui qui apprend pour agir, pour construire, pour entreprendre, pour servir, transforme son savoir en richesse vivante. C'est ainsi que naissent les grands entrepreneurs et les leaders inspirants. Des hommes et des femmes qui, en puisant dans leur université intérieure, ont su bâtir des œuvres qui dépassent leur personne. Leur secret n'est pas d'avoir suivi la voie classique, mais d'avoir découvert comment transformer leur curiosité en intelligence pratique, leur discipline en persévérance et leurs expériences en ressources utiles. Dans ce sens, l'éducation n'est pas une fin en soi, mais un levier. Elle est le tremplin qui permet de s'élancer vers des réalisations plus vastes. C'est pourquoi les autodidactes ont toujours eu une place particulière dans l'histoire. Ils sont les preuves vivantes que la réussite ne dépend pas d'un diplôme, mais d'un esprit éveillé et actif. Des inventeurs comme Thomas Edison, des visionnaires comme Henry Ford, des leaders comme Abraham Lincoln, tous ont prouvé que l'on peut façonner le monde sans passer par les chemins tracés par les institutions. Ils ont trouvé dans leurs lectures, leurs échecs, leurs observations et leur persévérance de quoi bâtir des empires. Leur vie entière illustre cette vérité que Conwell voulait transmettre. L'homme porte en lui des trésors inépuisables, mais il doit apprendre à les explorer. Être autodidacte ne signifie pas rejeter les institutions, mais dépasser leur cadre. C'est comprendre que le savoir ne s'arrête pas aux frontières d'un programme officiel. C'est accepter que l'éducation est infinie, qu'elle se prolonge dans chaque journée, dans chaque rencontre, dans chaque erreur. L'autodidacte est celui qui ne cesse jamais d'apprendre, parce qu'il sait que son université ne ferme jamais ses portes. Chaque livre lu, chaque conversation attentive, chaque difficulté surmontée, chaque observation du réel devient une salle de cours. Ainsi, tandis que beaucoup attendent une validation extérieure, l'autodidacte avance, apprend, s'adapte et finit par dépasser ceux qui pourtant avaient reçu tous les avantages institutionnels. Construire sa richesse intellectuelle est la première étape vers toute réussite durable. L'argent, le statut, les honneurs peuvent être perdus. La connaissance acquise, elle, demeure. Un homme qui a développé son intelligence pratique, sa capacité à apprendre, à analyser et à créer, peut tout perdre matériellement et pourtant rebâtir, parce que sa véritable richesse est en lui. C'est ce que Conwell voulait inculquer. Avant de chercher à accumuler de l'or ou des possessions, accumuler des idées, des compétences, des habitudes de discipline et d'observation. Celui qui possède cette richesse intérieure détient la clé de toute prospérité future. Mais cette construction ne se fait pas sans effort. Elle exige la curiosité, ce désir de comprendre au-delà des apparences, cette soif d'élargir son horizon. Elle demande l'observation, cette attention minutieuse aux détails de la vie quotidienne, aux comportements humains, aux mécanismes du monde. Elle réclame la discipline, la capacité à se donner à soi-même des règles strictes et à les respecter, même quand la motivation faiblit. Elle repose sur l'expérience, l'acceptation des erreurs comme des enseignements, le courage de tomber et de se relever encore et encore. Et enfin, elle requiert l'autonomie, le refus d'attendre des autres la clé de son destin, la volonté de prendre sa vie en main et de bâtir son avenir de ses propres mains. Ceux qui appliquent ces principes découvrent que la réussite n'est pas un hasard, mais le résultat d'un enchaînement volontaire d'efforts et de choix. L'entrepreneuriat, par exemple, n'est rien d'autre que la mise en pratique de cette éducation intérieure. L'entrepreneur est celui qui, voyant un problème, cherche une solution. Celui qui, observant une opportunité, ose la saisir. Celui qui, tombant dans un échec, sait l'analyser et rebondir. Tout cela est le fruit d'une éducation constante qui ne dépend ni des diplômes ni des institutions,
mais d'un état d'esprit forgé dans l'université intérieure. De même, le leadership véritable ne se décrète pas par un titre ou une position officielle. Il naît de la capacité d'un homme à inspirer, à guider, à montrer l'exemple. Et cette capacité, elle aussi, vient de cette éducation intérieure. Le leader est celui qui a appris à se connaître, à se discipliner, à écouter et à comprendre les autres, à observer le monde et à en tirer des enseignements. Sa force vient de son expérience et de son intelligence de la vie, bien plus que de son diplôme. C'est pourquoi tant de grands leaders ont été des autodidactes, forgés dans les épreuves, instruits par l'existence elle-même. Conwell nous invite ainsi à revoir notre conception même de l'éducation. Trop souvent, nous la réduisons à un diplôme accroché à un mur. Mais la véritable éducation, celle qui mène à la réussite, est une transformation intérieure, un processus continu qui ne s'achève jamais. L'homme éduqué n'est pas celui qui a fini ses études, mais celui qui n'arrête jamais d'apprendre. C'est pourquoi l'université intérieure est un trésor inépuisable. Elle ne connaît pas de fin d'année scolaire, pas de programme limité, pas de professeur unique. Elle est vivante, infinie, ouverte à tous, à tout moment. Et c'est là que réside le message final de Conwell, un message de libération et de puissance. Vous portez en vous une université plus riche que toutes celles du monde. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'on vous ouvre les portes d'une institution prestigieuse, ni que quelqu'un vous autorise à apprendre. Votre intelligence, votre curiosité, votre discipline, vos expériences, tout cela forme déjà une école dont vous êtes à la fois l'élève et le maître. Il suffit d'oser apprendre, d'oser agir et d'oser croire en vous-même. La curiosité est la racine de tout apprentissage. L'observation transforme la vie quotidienne en leçons permanentes. La discipline forge le caractère et assure la persévérance. L'expérience fait de chaque échec une victoire en devenir. L'autonomie libère l'homme des chaînes extérieures et l'élève à la dignité de maître de soi. Quiconque adopte ces principes devient capable d'entreprendre, de diriger, de créer, d'innover. Ainsi s'achève ce parcours, de l'éducation à la réussite, du savoir à l'action, de l'école extérieure à l'université intérieure. Conwell nous rappelle que la plus grande richesse est déjà en nous, que les plus grandes opportunités se trouvent dans nos mains, et que la seule véritable pauvreté est celle de l'esprit qui refuse d'apprendre. Mais à l'inverse, celui qui nourrit son esprit, qui construit sa richesse intérieure, qui se fait maître de lui-même, possède un trésor qu'aucune crise, aucune perte, aucune injustice ne pourra jamais lui enlever. Alors, à vous qui lisez ces lignes, retenez ceci. Vous êtes déjà inscrit dans l'université la plus prestigieuse qui soit, celle de votre propre vie. Vous n'avez besoin que d'un engagement, celui de ne jamais cesser d'apprendre, de transformer chaque jour en leçon, chaque difficulté en tremplin, chaque échec en apprentissage. C'est ainsi que vous deviendrez entrepreneur de votre destin, leader de votre existence, bâtisseur de votre avenir. Et souvenez-vous enfin de ces mots. Vous portez en vous une université plus riche que toutes celles du monde. Il suffit d'oser apprendre, oser agir et oser croire en soi. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce résumé vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage de découverte, de connaissance et de transformation. Nous vous assurons que nous mettrons toujours tout en œuvre pour vous offrir le meilleur, afin d'éclairer votre avenir et d'apporter une vraie valeur à votre vie, dans tous les domaines.